Oui, Monsieur le Président, chers collègues. Ces derniers temps, il y a eu comme une rumeur, quelque chose qui s'était propagé dans l'air et qui laissait à penser que nous sommes d'accord sur tout, que nous votons les rapports avec vous, majorité comme opposition, dans une forme de consensus qui se serait installé dans notre Assemblée. Or, comme l'a dit tout à l'heure Christophe Avena, il est bon de rappeler qu'en Côte d'Or, mais comme ailleurs, comme dans tous les départements de France, la très large majorité d'un budget de département correspond en réalité à des dépenses contraintes, ce que Christophe Avena a nommé des dépenses non pilotables. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas un choix d'une majorité, mais la stricte application de la loi. Et il reste finalement peu de marge de manœuvre aux départements pour mener leur politique. Or, c'est justement sur cette marge que nous ne sommes pas d'accord. C'est sur cette marge que vous faites votre politique et que nous faisons de la politique. En tout cas, c'est sur cette marge que nos choix sont différents. Je reviendrai d'abord sur la proposition du repas à 2 € pour les collégiens, thème que j'ai de nombreuses fois abordé ici, de même que mon binôme, Massar Ndiaye. Il me semble que la période que nous vivons, faite de contraintes budgétaires presque intenables, ça a été rappelé, est propice à réinterroger nos pratiques, nos idées. Elle est propice à modifier les politiques publiques que nous menons. Bien sûr, dire que le repas coûte 2 € pour tout le monde est une formule simple que l'on retient bien. Et on comprend bien l'idée, que d'ailleurs nous pouvons partager, qui consiste à dire qu'il ne faut pas penser seulement aux familles les plus précaires, les plus pauvres, mais aussi aux classes moyennes, qui souvent subissent de plein fouet les crises, les périodes de crise, sans bénéficier d'une forme de protection ou d'accompagnement. Mais au-delà de ça, j'aimerais que chacun réalise bien ce que ce choix coûte et implique. Non seulement cette mesure est onéreuse, 5,7 millions pour le tarif exceptionnel à 2 €, la réduction d'une taxe dont on exonère les collèges et l'aide pour les collèges privés. Mais elle est surtout profondément injuste, car pour parvenir à l'égalité, qui est l'un des piliers de notre République, nous réaffirmons qu'il faut en passer par l'équité et donc par une tarification en fonction des revenus. Je vous propose un calcul assez simple pour illustrer mon propos. Si l'on considère qu'un collégien va manger 140 repas sur l'année, donc 140 jours de cantine, la facture s'élève à 280 € pour une année scolaire par collégien. Un rapide produit en croix permet de constater que ce coût de repas par mois pour manger tous les jours à la cantine va représenter 2,33 des revenus d'un foyer dans lequel il n'y aurait qu'un salaire, par exemple celui d'une maman seule, gagnant 1 200 € par mois, 2,33% de ses revenus. Cette même facture, pour le repas d'un collégien, va représenter 0,93% du salaire mensuel d'un parent seul, recevant 3 000 € par mois. Cette inégalité se creuse encore si on fait le même calcul pour 2 enfants. Pour un parent seul avec un salaire de 1 200 € par mois, la facture de cantine à 2 € va représenter 4,66% des dépenses par mois pour ces 2 enfants, alors qu'elle ne sera que de 1,86% pour le parent gagnant 3 000 € par mois. On voit bien l'injustice qui est créée par ce système, qui vient finalement pénaliser ceux qui travaillent, mais qui ont un petit salaire, et privilégier ceux qui ont un salaire plus élevé. Une tarification en fonction des revenus permettrait de retrouver l'équilibre. Certains départements en France ont des grilles tarifaires de cantine qui vont de 80 centimes le repas pour les plus bas revenus à un peu plus de 5 € pour les familles les plus aisées, ce qui crée un équilibre bien plus net et qui reste, somme toute, raisonnable pour les familles.
Nous renouvelons donc ici notre vœu de voir une tarification en fonction des revenus se mettre en place, en gardant à l'esprit la démonstration que je viens de faire avec ce pourcentage de dépenses que représente pour un foyer le repas de midi d'un ou plusieurs enfants. Par ailleurs, vous avez fait le choix d'étendre ces mesures aux collèges privés. Ainsi, votre majorité a décidé de verser une aide financière de 1,74 € par repas aux familles qui ont un enfant dans un collège privé afin de participer à la baisse du coût du repas. Et cette aide est passée à 2,24 € par repas pour l'année 2023-2024. Le coût estimé de cette mesure, c'est noté dans le rapport, est de 690 000 €. Un récent rapport parlementaire dresse le portrait des financements actuels alloués à l'enseignement privé dans notre pays. Outre le constat fait par les parlementaires que la dépense totale est difficile à évaluer, ceci souligne aussi le caractère peu transparent de cet argent public dédié au privé, sans contrepartie précise. En effet, le constat est le même pour notre département. Et techniquement, j'aimerais comprendre comment un groupe scolaire de l'enseignement privé qui reçoit des élèves de l'école primaire jusqu'au lycée fait aujourd'hui pour dissocier dans sa facturation les repas pris par les collégiens pour qui cette aide financière est versée par le département. Pour le dire autrement, est-ce que seuls les collégiens voient leur tarif de cantine baisser du montant de 2,24 € par repas? Comment faites-vous pour savoir si ces moyens qui sont alloués par le département bénéficient bien aux collégiens? L'établissement doit contracter avec le département et s'engager à baisser le prix du ticket de cantine des collégiens dans le privé. Est-ce que c'est réellement le cas? Est-ce que les presque 700 000 € versés par le département de la Côte d'Or aux 7 établissements privés permettent réellement de baisser le coût de ticket de cantine pour les élèves qui mangent? Sur les 4062 élèves inscrits dans ces établissements privés, combien de familles ont vu leur facture de cantine baisser de manière significative? Sachant qu'aujourd'hui, le prix d'un repas moyen coûte 7 € dans le privé par repas dans les collèges. Est-ce à dire que sans les 2,24 €, leur repas coûterait 9,24 € aux parents? Est-ce que les 700 000 € d'argent public dépensés vont bien aux familles dont les enfants mangent à la cantine? Ou cette subvention, étant versée directement aux établissements, n'est-elle pas lissée sur les autres subventions? Quel pouvoir de contrôle exercez-vous pour savoir si oui ou non les familles concernées bénéficient de cette baisse du prix de repas? Soit c'est le cas, et alors on peut mettre en débat le fait de verser de l'argent public à des familles qui font le choix du privé, soit ce n'est pas le cas, ces familles n'ont pas vu le prix du repas baisser, et cette subvention alors n'a pas lieu d'être. Le rapport parlementaire des députés Vanier et Weisberg, que j'ai ici, si quelqu'un est intéressé pour le lire, insiste sur la nécessité de mieux contrôler la ventilation de ce qui est versé aux établissements privés pour garantir un usage des fonds publics permettant de réaliser les finalités visées. Et de manière plus générale, je crois qu'il est temps de réinterroger notre manière de financer les établissements privés. Mon propos n'est pas caricatural et je vous remercierai d'avance de ne pas le caricaturer. Parce qu'il ne s'agit pas pour moi de rouvrir la guerre scolaire entre privé et public. Dans notre pays, chacun répondra après. Madame Maglica, poursuivez. Dans notre pays, 17% des élèves sont scolarisés dans les établissements privés. C'est un fait et c'est un choix qui est laissé aux familles. Le financement de ces établissements dépend à 75% de l'État. Ah oui. Que ce choix existe aujourd'hui est un fait.
mais qu'on fasse supporter ce choix à tous les autres, et en particulier à ceux qui jouent le jeu de l'école publique, c'est ça qui doit nous interroger. En effet, comment peut-on accepter que des deniers publics servent à financer des structures privées qui finalement jouent une concurrence déloyale vis-à-vis du public ? Les établissements privés peuvent faire le choix qu'ils veulent des sections proposées. Ils peuvent ouvrir ou fermer une classe quand le public est soumis à d'autres règles. Pourquoi poursuivre ces financements qui créent cette concurrence déloyale ? Moi, je n'accuse personne et je ne stigmatise personne. Que des parents fassent le choix du privé, c'est effectivement leur choix et je ne le juge pas. Mais aujourd'hui, on fait porter ce choix du privé à tous les autres. Si des classes ferment, si les mêmes élus qui en ce moment sont en train d'essayer de me couper la parole et qui manifestent avec des banderoles devant les écoles de leur commune pour que des classes ne ferment pas, c'est en partie parce que certains enfants sont scolarisés ailleurs que dans leur établissement public de secteur. On fait comme si aujourd'hui ce choix ne coûtait rien, ni à personne. Mais inscrire son enfant dans le privé, si ce n'est pas cher, et d'ailleurs on voit que de nombreuses familles, même peu fortunées, le font, pensant que l'encadrement est meilleur, que les relations sont meilleures, ou certains pour fuir une forme de pauvreté dans certains établissements qui sont situés dans des quartiers populaires, et je peux vous en parler. Mais en réalité, ce choix est coûteux pour l'école publique, qui perd des élèves et qui donc perd des moyens. Et c'est à nous, en responsabilité, de le dire. On ne peut pas faire comme si ce choix proposé et fait par certains n'avait pas de conséquences pour les autres. Que le département considère lui aussi que ces familles ont droit à la même chose que celle du public, c'est un choix politique. Parce qu'en réalité, on ne peut pas dire qu'on choisit un système privé tout en cautionnant le financement de ce même système par de l'argent public. Il faut de la cohérence. Et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il ne s'agit pas pour moi de remettre en cause la qualité pédagogique des équipes qui enseignent dans le privé. Il ne s'agit pas non plus de refuser ce choix aux familles. Il s'agit simplement de se dire qu'aujourd'hui, à l'heure où on cherche des sources d'économie, on est en droit de réinterroger ce financement et d'admettre qu'il est tout de même peu logique que l'existence même du choix du privé qui crée une forme de concurrence déloyale soit financée par de l'argent public. Ce que je dénonce, c'est le fait qu'on s'interdirait même le fait de penser à réinterroger ce financement et à réinterroger nos politiques publiques. À tous ceux qui essayent de pousser des cris d'orfraie pendant mon intervention, je leur conseille aussi la lecture d'un rapport de la Cour des comptes sur l'enseignement privé sous contrat, qui dit à peu près la même chose que ce que je dis actuellement. On sait que la mixité sociale et scolaire est moins forte dans les établissements privés. En 2021, 40% des élèves scolarisés dans le privé sont issus d'un milieu social très favorisé, contre 19% dans le public. Le rapport de la Cour des comptes de juin 2023 parle d'un net recul depuis 20 ans et de la forte proportion d'élèves issus de familles favorisées et très favorisées dans l'enseignement privé. D'intéressantes initiatives ont été menées dans d'autres départements, Monsieur le Président. La Haute-Garonne a mis en place une modulation des financements publics aux établissements privés pour lutter contre la ségrégation scolaire. Ainsi, la part éducative allouée par élève varie en fonction du taux d'élèves plus ou moins favorisés. L'Ille-et-Vilaine module les subventions en fonction de l'IPS, l'indice de position sociale des collèges. Les députés rapporteurs du rapport que j'ai évoqué avant préconisent d'inciter les collectivités territoriales à moduler les subventions facultatives en fonction de la mixité sociale des établissements, ou même de conditionner les versements de subventions facultatives à l'atteinte d'objectifs de mixité sociale et scolaire. Bref, il existe des expérimentations intéressantes dans d'autres départements et qui soulignent que nous devons nous poser ces questions. Le rapport parlementaire publié en avril 24 se termine
en parlant du déséquilibre croissant entre l'enseignement public soumis à la carte scolaire et à l'ensemble des obligations liées à sa mission de service public et l'enseignement privé qui peut s'y soustraire alors qu'il est majoritairement financé par de l'argent public. J'ai presque terminé, Monsieur le Président, je vous remercie. Un véritable système de concurrence est constaté avec des règles peu équitables. Il cite le sociologue Choukri Benayed, qui dit qu'on met en concurrence d'une part un système qui accepte tous les élèves et d'autre part un autre qui a droit à de la sélection et qui est accessible financièrement pour les familles puisqu'il est financé par l'État et les collectivités territoriales. Pour conclure, je dirais que sans tomber dans les caricatures, et permettez-moi l'expression, sans tomber dans les querelles de chapelle, nous devrions sereinement et en responsabilité nous poser ces questions du financement de l'enseignement privé. À l'échelle d'un département, les sommes engagées, 700 000 € dont j'ai parlé tout à l'heure, sont tout de même pas anodines. Si vous restez dans la posture de défense de l'égalité, donc les 2 €, la même chose pour tous, alors vous assumez de participer à une forme d'injustice. C'est vrai qu'il est plus facile d'expliquer qu'on donne la même chose à tous, hein, ça paraît une idée simple et bonne, justement parce qu'elle est simple, mais pas forcément bonne. Maintenir les subventions non obligatoires qui sont des aides financières au collège privé, sans réelle certitude que les effets produits sur les factures de cantine des collégiens du privé participent à l'inégalité de traitement entre privé et public. Et donc je demande à cette Assemblée en responsabilité, s'il vous plaît, d'accepter de réinterroger ce financement au collège privé, sans entrer dans la guerre scolaire datée, mais simplement en prenant en compte les réalités de la concurrence déloyale qui existe et qui est rappelée dans 2 rapports, l'un parlementaire, l'autre de la Cour des comptes. Nous sommes ici pour défendre les services publics et j'aimerais que, sans rentrer dans la caricature qui a été encore donnée par les élus qui sont situés sur ma droite, on puisse en débattre sereinement. Et quand on dépense 700 000 € et qu'on ne sait pas où ils vont et dans la poche de qui ils vont, j'aimerais qu'on réinterroge ces politiques publiques. Est-ce qu'aujourd'hui, les familles des collégiens dans le privé peuvent nous dire que leur facture de cantine a diminué? Merci.